Alors, avant de laisser la parole à nos invités, je tenais à mettre la table en vous parlant de la définition de l'impact social proposée par le CSMO-ISAC et en vous parlant des outils que nous avons développés pour soutenir le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire dans la réalisation de mesures d'impact social. Donc, en fait, depuis plus de 21 ans, le CSMO-ISAC s'intéresse à la question de l'impact social et de sa mesure. Donc, dans un premier temps, nous avons élaboré une démarche pour le secteur de l'ESAC qui est adaptable à ces 32 secteurs d'activité. À la base, une définition simple et opérationnalisable de ce qu'est l'impact social. Il s'agit de la valeur sociale produite par une activité, un projet ou encore un programme. Donc, mesurer l'impact social, c'est documenter avec justesse la contribution, les effets de ceci dans le milieu, donc dans la communauté. Après l'élaboration de cette démarche, qui est par ailleurs reconnue par les ministères, nous avons offert et nous offrons encore et toujours une formation en présentiel ou en virtuel, une formation donc de 6 heures, un bloc de 6 heures. Nous avons aussi publié 2 documents destinés à soutenir la réalisation de mesures d'impact social et nous avons développé une formation à distance, formule asynchrone, qui permet de s'initier à la mesure d'impact social. Donc, à votre disposition du contenu, bien sûr, des vidéos, des exercices, des tests et lorsque les tests sont réussis, une attestation. Alors, voilà pour la petite mise en contexte sur l'impact social et sa mesure. J'allais poursuivre en vous disant que toute mesure d'impact social est contributive puisqu'elle oriente un repositionnement, donc une bonification de l'action du projet ou du programme lorsque c'est nécessaire. J'allais vous dire qu'elle contribue au renforcement des pratiques lorsque les résultats visés sont atteints. Vous dire aussi qu'elle permet la connaissance et la reconnaissance des organisations et de leur expertise, et vous dire aussi que parfois, elle est associée au financement et à la pérennisation d'une activité, d'un projet ou encore d'un programme. Mais je préfère laisser la parole à nos 4 invités qui vont pouvoir vous en parler plus amplement. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Martin Boire, directeur général de la CDC de l'agglomération de Longueuil, et Marie-Ève Campbell, agente développement et recherche de la même CDC. Nous avons travaillé avec eux pour la réalisation d'une mesure d'impact social concernant la collaboration de la CDC sur les lieux de concertation et de partenariat. Allô? Je demanderai de fermer les micros, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend en bruit de fond. Nous avons aussi avec nous Alain Desmarais, directeur général de mesures alternatives des Vallées du Nord, organisme avec lequel nous avons collaboré pour la réalisation de la mesure d'impact social du soutien socio-communautaire dans les logements sociaux des Laurentides. Et nous avons avec nous Virginie Bernier, directrice de la CDC Roussillon, avec laquelle nous avons collaboré pour la réalisation de la mesure d'impact socio-économique des organismes membres de cette CDC. Je tiens à vous dire que nous prendrons les questions à la fin de l'ensemble des présentations. À ce moment-là, je vous inviterai à lever la main de manière électronique pour poser votre question. Alors, c'est très simple. En bas de l'écran, vous avez réaction. En cliquant sur réaction, il y a un bandeau en bas sur lequel est spécifié lever la main ou raise hand. Donc, à ce moment-là, vous pourrez poser votre question. Alors, la parole est donc à Martin Boire et à Marie-Ève Campbell. Merci, Linda. Merci de nous avoir invités. Je vais partager mon écran. Ça ne sera pas très long et on va pouvoir commencer. On est vraiment content d'être parmi vous ce midi. On va être quand même bref, on va être concis parce que notre objectif, c'est de permettre le maximum d'échanges pour que vous écoutiez parler pendant la prochaine demi-heure. Alors, on change de... Voilà. La présentation, ça va être simple. On va vous présenter qu'est-ce que la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil, qu'est-ce que c'est qu'une CDC, qu'est-ce que ça mange en hiver. Après ça, le cœur du sujet qui va être présenté surtout par ma collègue, les effets de l'étude d'impact. Puis ensuite, on va avoir un mot sur la transformation organisationnelle, les impacts à long terme. Ayant les pouvoirs de co-animateur, je vais me permettre de vous muter tout le monde. Voilà, comme ça, on n'entend pas les bruits de fond, les jappements de chiens et autres bruits.
Alors, on commence. Qui qu'on est? Qu'est-ce que c'est qu'une CDC? Bon, on est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. On a comme mission d'initier, favoriser, soutenir, renforcer le développement communautaire sur notre territoire. Puis on fait ça toujours dans une perspective de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Multisectoriel parce que nos membres proviennent de tous les secteurs d'intervention. On a autant des maisons des jeunes, des groupes en itinérance, en alphabétisation, des groupes qui interviennent auprès des femmes victimes de violences conjugales, tant que l'organisme communautaire, dans sa mission, a une perspective d'améliorer les conditions de vie des citoyens et des citoyennes, il peut être membre chez nous. Si vous voyez au-dessus de ma tête ce nuage de mots, c'est les différentes façons qu'on intervient pour remplir notre mission. Fait que oui, on fait de la formation, on offre des services, on fait de la promotion, mais en plus gros, on travaille en concertation avec l'ensemble des acteurs parce que du développement social, du développement communautaire, de la lutte à la pauvreté, les organismes communautaires ne peuvent le faire seuls, puis les autres acteurs sociaux ne peuvent pas le faire seuls non plus. Il faut travailler tout le monde ensemble. Fait que c'est vraiment au cœur de notre mission. Notre territoire, l'agglomération de Longueuil, pour vous situer, là, Montréal se trouve sur notre rive nord. Historiquement, on couvrait la ville de Longueuil, l'ancienne ville de Longueuil, mais depuis 2006, à la suite des fusions, c'est l'ensemble du territoire qu'on couvre. Alors, on a oui, la ville de Longueuil avec ses trois arrondissements, le Vieux-Longueuil, Saint-Hubert, Grenfell Park, puis le secteur Lemoine, et les villes défusionnées de Boucherville, Brassard, Saint-Bruno de Montarville, Saint-Lambert. Fait que c'est sûr, ça fait un gros territoire avec des disparités socio-démographiques importantes. C'est sûr que les enjeux sociaux à Saint-Lambert sont pas du tout les mêmes qu'à Lemoine, par exemple, même si c'est séparé que d'une seule rue. Puis, ce qu'on met l'accent aujourd'hui, puis c'est là-dessus qu'a porté l'étude d'impact, c'est vraiment toute la mobilisation et l'action concertée, c'est-à-dire le support qu'on apporte aux tables territoriales en développement social. Comme vous voyez, je me passe un peu, vous avez les logos de l'ensemble des tables qui composent notre territoire. Tables en développement social, on ne parle pas des tables sectorielles. En fait, il y en a une par municipalité, plus une par arrondissement pour le territoire du Vieux-Longueuil. C'est les tables qui réunissent l'ensemble des acteurs sociaux, c'est-à-dire qu'on retrouve autant des organismes communautaires, la police, des fois des élus, des représentants des villes, santé, services sociaux, le secteur scolaire. Et ces acteurs-là, ensemble, développent une vision de développement de leur quartier. Puis après ça, travaillent ensemble pour développer différents projets, processus, structures pour améliorer les conditions de vie des citoyens et citoyennes. Puis nous, notre rôle là-dedans, il est variable d'une table à l'autre. On va vous en parler un peu plus loin, mais on soutient ces tables-là. Dans certains cas, on les coordonne pleinement. Dans d'autres cas, on est davantage là de participants pour les nourrir, pour les alimenter sur les différents enjeux qui sont vécus. Alors, voici ce qu'on fait. Puis, on a voulu réaliser une étude d'impact. Marie-Ève va vous expliquer pourquoi c'est important pour nous d'avoir ce regard-là externe, CSMO et ZAC, sur notre action, sur les impacts de notre action, puis les effets que cette étude a eu sur notre action. Alors, bonjour tout le monde. En fait, à la CDC, on avait décidé de faire une étude d'impact sur le travail que font les agents de développement au sein de chacune de ces tables-là parce que on avait peu documenté, en fait, l'impact de ce travail-là de manière circonscrite. On évaluait beaucoup l'impact de nos actions collectives, mais on voulait voir c'était quoi la contribution, en fait, de la CDC dans son soutien. Fait qu'au départ, on voulait le faire par nous-mêmes. On s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'avantages d'avoir recours à un organisme ou à un expert à l'externe pour faire l'enquête. En fait, ça donne une certaine objectivité, puis ça permet de délier les langues, en fait, libérer la parole de nos membres pour qu'ils puissent être pleinement transparents dans ce qu'ils ont envie de nommer comme enjeu ou comme contribution. Donc, oui, on voulait rendre tangible le travail qu'on faisait, mais on voulait aussi pouvoir documenter pour démontrer, en fait, les forces, les faiblesses, les points améliorés pour nos bailleurs de fonds, documenter donc notre impact. Puis, bien évidemment, dans tout ça, un grand besoin de tirer des apprentissages et identifier nos pistes d'amélioration. Et puis, bien, derrière tout ça aussi, il y avait aussi une volonté quand même de rendre visible un travail qui est souvent invisible. Souvent, il y avait des personnes qui nous disaient « Ah, mais tu sais, qu'est-ce que vous faites en fait, concrètement? » Puis, c'est souvent du travail qui est fait en arrière-scène. Donc, on voulait quand même
souligner ce travail-là, le rendre visible pour que les gens comprennent que c'est un travail qui demande du temps, de l'énergie et non pas seulement de débarquer des fois dans une rencontre et animer sans préparation. Donc, je ne vous ai pas mis l'ensemble des résultats de cette étude d'impact-là, mais ce qu'on a cherché à documenter beaucoup, c'est quoi le carré sable de la CDC? Quel rôle on joue, puis qu'est-ce qui est perçu, dans le fond, par les membres de nos différentes tables. Donc, ce qui est ressorti beaucoup, c'est le rôle important que joue la CDC en termes de facilitation de processus. Les gens ont beaucoup souligné la grande crédibilité qu'ils accordaient à la CDC pour jouer ce rôle-là de facilitateur, de collaboration. On a découvert aussi notre ancrage très fort en termes de leader en développement social, mais aussi en termes de lien avec la base. Les gens ont souligné aussi beaucoup notre connaissance fine des réalités vécues par les organisations, puis la contribution que ça peut avoir de pouvoir partager cette information-là, d'avoir une vision globale de l'ensemble des territoires pour pouvoir la ramener aux acteurs pour qu'ils puissent avoir une analyse transversale des enjeux. Les acteurs ont également souligné notre pouvoir de mobilisation et de représentation et, je l'ai déjà dit, de diffusion d'informations. Il y a aussi des éléments, des faiblesses qui ont été soulignées ou des angles morts. Donc, on a réalisé que notre ancrage pouvait être très fort dans le Vieux-Longueuil, mais ce n'était pas nécessairement le cas dans le reste de l'agglomération de Longueuil. Il y a toute une histoire derrière ça, mais ça nous a permis de vraiment le confirmer, en fait, ce soupçon-là. On a été amené aussi à souligner là où on devait gagner en agilité. Donc, ça nous a amené à réaliser qu'il fallait renforcer l'écoute de chacun des milieux, puis le rythme aussi de travail de chacun de ces milieux-là. Donc, le fait de ne pas vouloir aller plus vite que les milieux parce qu'on est enthousiaste et tout ça, puis d'être vraiment dans un dialogue continu avec les acteurs, puis avec la réalité propre de chacune de ces tables territoriales-là. Puis, un autre aspect qui est ressorti, qui nous a un peu surpris, c'est toute la question de l'inéquité, dans le fond, entre les différentes organisations qui participent à ces tables-là. Puis, toute la question de comment on inclut ceux qui sont un peu plus loin. Comment on inclut des partenaires qui n'ont pas nécessairement les mêmes visions que nous dans ce milieu-là. Puis, ça nous a amené vraiment à se dire, OK, il faut faire du travail là-dessus. Comment on peut développer une meilleure compréhension de ce qui se passe, puis c'est quoi nos pratiques, en fait, qui peut-être favorisent une forme d'exclusion. On se souvient dans les objectifs qu'on avait ciblés un peu plus tôt, il y avait de rendre visible, de médiatiser l'impact de la CDC. Quand on a fait, quand CSMO-ESAC, Linda, elle a terminé de faire le rapport final, on a voulu en faire un grand lancement, le présenter, on a invité les médias, puis surtout ce rapport-là, il était très positif. Hein? Quand on le lisait, tu sais, tout ce que Marie-Ève vient de vous présenter, c'était mis de l'avant. Puis, c'est sûr que les faiblesses, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit que c'était porté par une minorité d'acteurs ou ça ne venait pas invalider les forces qui avaient été nommées. Néanmoins, je vous présente la une qui a fait nos journaux locaux, les partenaires de la CDCAL divisés sur son impact social. Les avis divergent chez les membres de la CDCAL quant à sa contribution au milieu communautaire. Fait que c'est toujours de se rappeler que peu importe de quelle façon on communique puis on diffuse notre message, on n'a jamais le contrôle sur la façon que les journalistes vont le recevoir ou sur leur intention quand ils font un article. Fait que ça, c'est une petite mise en garde sur si vous faites une étude d'impact sur la façon que vous allez la communiquer. Transformation organisationnelle. Marie-Ève va vous parler un peu que l'on vous a partagé c'est quoi les faits saillants de l'étude d'impact, mais nécessairement, une fois que ça a été fait, on n'a pas tabletté le rapport. Là. On s'en est servi. Ça a eu des impacts structurants sur le développement de la CDC parce que la date du lancement de l'étude d'impact, on ne l'a pas nommé. Là, c'est flou dans ma tête parce que c'était quelque part pendant la pandémie, mais il y a quand même quelques années qui ont passé, fait que ça nous a quand même permis d'amorcer des changements organisationnels importants. Le lancement, c'était cet automne, si je ne me trompe pas. Cet automne 2022.
Donc, l'impact que ça a eu, cette étude d'impact, c'est que ça nous a permis de redéfinir ou de clarifier les rôles, en fait, ou les mandats, en fait, ou les expertises des agents de développement au sein des tables. Donc, plutôt que d'avoir un grand cadre de référence un peu, tu sais, qui peut aller dans tous les sens, on a vraiment ramené ça à trois grands champs d'expertise. Donc, d'abord, au niveau de l'intention, en fait, ça nous a permis de clarifier le soutien que les agents pouvaient avoir sur les tables afin d'accompagner les acteurs dans tout le développement, en fait, du climat de confiance, développer, tu sais, un processus, en fait, aussi être dans la grande famille, mettons, de ce rouage-là, c'est toute la question du développement du savoir-être, puis d'être capable de développer des liens entre les acteurs et tout ça. Donc, de travailler sur la membrane des tables territoriales ou des différents... je m'excuse, il y a comme un petit élément qui me perturbe à l'extérieur, mais travailler, dans le fond, sur les espaces de collaboration, puis d'être capable de nourrir, dans le fond, un climat qui favorise la collaboration. Le deuxième grand champ d'expertise qu'on a pu clarifier, c'est celui du partage des connaissances. Donc, tout ce qui est transfert de connaissances, développement de l'information, de l'accompagnement sur mesure en fonction des besoins des différentes tables territoriales, puis aussi sur toute la question, tu sais, de l'histoire du mouvement communautaire pour les personnes qui débarquent dans nos milieux, ou que ce soit aussi sur la question, tu sais, de développer notre capacité collective à développer des nouvelles approches en termes d'approche inclusive, par exemple. Puis le dernier aspect, c'est vraiment de consolider, dans le fond, les savoir-faire qui sont déjà présents aussi, mais de nourrir, dans le fond, différentes techniques ou différentes façons de faire pour favoriser l'autonomie, en fait, de chacune de ces tables-là. Donc, ça nous a permis de le clarifier. Puis, ouais. Ça a vraiment nourri aussi parce qu'on est on est dans le cadre d'une planif stratégique. Là, ça, c'est ton... Oui, mais je peux. C'est à toi de prendre le relais. Oui. Fait, pour conclure, d'autres grands chantiers qui ont été abordés, ben déjà, avec cette étude d'impact-là, ça permet au conseil d'administration d'avoir un positionnement clair quant à notre leadership au sein des tables. Parce qu'au début, on était beaucoup là en termes de soutien, mais là, le conseil d'administration se sentait confortable de nous donner la pleine autonomie pour intervenir au sein des tables. Ça nous a aussi permis de commencer la négociation d'une entente structurante pour soutenir le développement social avec nos principaux bailleurs de fonds. Là, on avait vraiment des arguments pour justifier leur investissement. Puis après ça, dans le cadre, là, on est dans un exercice de planification stratégique. C'est sûr que l'étude d'impact, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en lumière différents éléments. Là, on est en train de les creuser. On est en train d'aller plus loin, de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire dans l'étude d'impact. Puis, trois choses qui sont ressorties, c'est d'une part, ils ont nommé certaines de nos forces, fait que ça nous a permis, avec la planification stratégique, d'aller prioriser ce qu'ils avaient nommé dans l'étude d'impact. Par exemple, ce que je vous ai inscrit ici, c'est toute la question du renforcement du pouvoir d'agir, la capacité d'analyse collective, puis le développement de pratiques innovantes. Ça fait partie des priorités qui ont été nommées par nos membres. On n'aurait pas nécessairement posé ces questions-là de cette façon-là si on n'avait pas fait l'étude d'impact. Aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans l'étude d'impact, il y avait certaines faiblesses qui étaient nommées, puis on se questionnait sur ces faiblesses-là. Ce qu'on est venu clarifier dans notre planification stratégique, c'est qu'il y a une confusion parmi nos membres, puis parmi les organismes qu'on soutient, entre notre rôle de CDC, c'est-à-dire de porte-parole puis de représentant du milieu communautaire, puis notre rôle dans le soutien des tables en développement social. Par exemple, il y avait des éléments qui appartenaient davantage à notre vie associative, à notre rôle de représentant qu'au soutien qu'on apportait aux tables territoriales. Par exemple, il y a certains éléments qui ont été nommés qui me concernaient moi particulièrement, alors que je ne joue pas de rôle direct avec les tables en développement social. Fait que toutes ces questions-là, puis la clarté qu'on a pu créer, ça provient de l'étude d'impact. Alors, je pense qu'on a respecté notre temps, évidemment, mais on aurait terminé notre présentation, puis on va être heureux de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, très intéressant. Alors, je vais laisser la parole à Alain Desmarais. Merci de m'avoir invité. Bienvenue à tout le monde.
Je suis directeur général d'un organisme de justice alternative dans les Laurentides. Il y en a 37 comme nous autres qui existent à travers le Québec. On se spécialise beaucoup au niveau de la médiation sociale, pénale, scolaire dans le cadre de nos activités. Spécifiquement dans le cadre de l'étude d'impact qu'on a faite là, on a fait une étude d'impact régionale dans le cadre d'un de nos services qu'on a, qui s'appelle, sans parler d'abord, pour mieux cohabiter ensemble. Dans le fond, on fait la supervision d'environ 900 logements sociaux pour notre territoire. Le but de faire une étude d'impact dans le cadre de ce service-là, il y avait 2-3 grandes raisons particulières. La première raison, c'est qu'on voulait voir l'efficacité de l'intervention qui se faisait dans l'accompagnement des personnes en logements sociaux au niveau des ressources externes, au niveau du CIS, au niveau des accompagnés pour différents services et soutiens. On voulait aussi être capable de voir aussi la satisfaction des intervenants sociaux communautaires des Laurentides. C'est pour ça qu'on a fait une étude d'impact régionale à travers toutes les fiduciaires et tous les directeurs, directrices d'OMH des Laurentides. Donc, le questionnaire a fait le tour pas mal de l'ensemble des participants et des responsables. Et on avait aussi une préoccupation que malgré que le CIS des Laurentides supporte le financement dans le cadre du soutien communautaire, pour les Laurentides, beaucoup de leur direction générale n'étaient pas au courant que ça existait dans les 10 dernières années. Et c'est pour ça qu'on a été, nous autres, l'organisme chez nous, mandaté par le CIS des Laurentides pour être capable d'effectuer une étude d'impact. Je vois surtout, je ne ferai pas un retour sur la mission de l'organisation au complet, mais je vais peut-être plus vous expliquer à quelque part la démarche qu'on est en train de faire aussi au niveau de cette étude-là. C'est clair qu'une étude d'impact, on pourrait faire en sorte de pas l'actualiser de façon efficace un coup qu'on a les résultats. Nous, on a réalisé à quelque part à travers l'étude d'impact, c'est sûr qu'il y avait une satisfaction des locataires au niveau du soutien communautaire. Il y avait une méconnaissance des organisatrices communautaires des Laurentides de ce service-là. Il y avait aussi une méconnaissance des directions générales du service. Et il y avait aussi une méconnaissance aussi souvent des objectifs du soutien communautaire, de l'approche au niveau des directions et des directrices des OMH des Laurentides. Ce que ça a soulevé à travers l'étude d'impact chez nous, c'est qu'il y a une satisfaction importante au niveau des locataires. Ça a soulevé aussi une disparité financière au niveau des interventions qui se fait dans chacun des territoires au niveau des conditions de travail des intervenants socio-communautaires. Et ce qu'on a remarqué aussi à travers la démarche, c'est qu'il y avait aussi une certaine forme d'insatisfaction concernant le fait d'avoir du support, du CIS pour être capable de référer des gens dans le système social de notre région. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à travers l'étude d'impact, c'est clair que nous, on est en ce moment, excusez, je suis un peu nerveux, là. On est en train de faire la promotion du service et de l'étude d'impact. On a rencontré toutes les directions du CIS de Laurentides dans une grande présentation il y a quelques semaines avec l'ensemble des participants qui ont été consultés lors de l'étude d'impact. On a fait parvenir autant à notre conseil d'administration, aux employés, aux bénévoles et aux membres de la corporation les résultats de l'étude d'impact aussi. On va travailler en juin prochain avec aussi une autre forme d'étude d'impact sur le soutien communautaire qui n'est pas en lien avec l'organisme qui nous a supportés, mais qu'on va pouvoir jumeler des données qui ont été recueillies dans les dernières années. Et ce que ça a donné de façon générale à l'heure actuelle, concernant le financement des intervenants socio-communautaires, il y a eu une bonification dernièrement importante du financement et des conditions de travail des intervenants socio-communautaires qui a été bonifiée par la direction du CIS de Laurentides. Donc, quand tantôt Linda parlait à quelque part, ça peut avoir une incidence sur le financement. Ça a amené une situation très avantageuse aussi. Il y a aussi tout le volet de l'arrimage des services. Il y a eu des gens qui ont été mandatés au CIS pour être des répondants, pour assurer un suivi et une continuité des services, ce qui n'était pas le cas avant dans le cadre du soutien communautaire.
Donc, l'étude d'impact a favorisé cette démarche-là aussi. Et dernièrement, on a eu l'information comme quoi il y avait 2 personnes importantes du CISC qui vont se joindre au comité régional dans le cadre du programme de soutien communautaire en logements sociaux, qui est la santé publique, qui était hyper important d'être avec nous autres au niveau de la recherche. Et il va y avoir une personne qui a été intégrée aussi au comité au niveau de la santé mentale, puisque dans les logements sociaux, je pense que c'est parti partout à travers le Québec comme ça. Une des plus grandes problématiques, c'est au niveau de la santé mentale puis de l'accompagnement de ces gens-là quand ils sont en détresse. Donc, vous voyez qu'à travers une étude d'impact, le financement il a été amélioré rapidement. On a des nouveaux partenaires qui se sont installés dans le cadre des comités de travail. Alors, c'est un peu ça que je pourrais vous dire jusqu'à maintenant par rapport au projet. Pour nous autres, c'était bien important de faire en sorte que cette étude d'impact-là puisse vivre de façon régulière. Donc, c'est sûr que pour nous autres, on va le présenter à notre Assemblée générale annuelle cette année aussi, mais on va continuer à être capable de soutenir les différentes recommandations. Et il va y avoir une rencontre qui va se faire dans quelques semaines qui va parler beaucoup plus des pas des faits saillants, mais des recommandations pour qu'on puisse être capable de faire en sorte que toutes ces recommandations-là puissent être entendues et voir le jour aussi dans le cadre de la prochaine année. C'est un peu ça. Alors, je vous dirais à tout le monde, allez-y dans des mesures d'impact social. C'est un document qui nous permet quelque part de nous donner des ailes un peu plus pour nous faire reconnaître. Puis comme disait tantôt la première présentation, souvent, c'est des interventions qui sont invisibles puis qu'on rend visibles. Mais à travers ça, nous, on a réalisé à quelque part que c'était hyper pertinent et efficace. Alors, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, j'inviterai maintenant Virginie Bernier à prendre la parole. Bonjour, bon midi. Merci pour l'invitation. Donc, Virginie Bernier, je suis la directrice de la CDC Roussillon, qui est juste à l'ouest de la CDC de la Clos de Longueuil. Donc, à l'époque où on a fait une mesure d'impact socio-économique avec le CSMO en 2020-2021, on avait 50 membres, on en a maintenant 55. Donc, notre objectif principal à travers cette étude-là, on souhaitait obtenir des données, donc pour démontrer notre force collective. Donc, c'est vraiment l'impact des 50 membres de la CDC sur le territoire. Donc, on voulait démontrer qu'on était un seul grand mouvement, puis qu'on avait un réel impact dans la MRC au même titre que les autres secteurs d'activité. Donc, c'était un des grands objectifs. On est une toute jeune organisation, donc on vient de fêter nos 10 ans. Donc, pour nous, on n'avait aucune donnée disponible. C'était une première. Donc, on avait grand besoin d'aller s'appuyer sur une diversité de données aussi. Parce que ce qu'on entendait dans nos réflexions au point de départ, c'est comme, chaque donnée ne parle pas au même type de gens puis de la même façon. Donc là, c'était intéressant d'aller chercher une diversité de données pour pouvoir parler différemment à nos interlocuteurs, interlocutrices par la suite. Puis autant des données quantitatives que des données qualitatives. Donc, on est allé chercher aussi ces éléments-là. Des données sociales, des données économiques. Donc, c'était un beau mélange de tout ça. Parmi les objectifs secondaires, c'est très lié directement à nos volets d'intervention comme CDC. Donc, si vous êtes, Martin a fait une petite présentation de c'est quoi une CDC. On a tous les mêmes 10 volets d'intervention, donc à des niveaux différents, mais on venait faire aussi via cette étude-là, on venait relier, en fait, on venait créer des liens avec nos volets d'intervention au niveau de la représentation, de la promotion, de la recherche, bien sûr, toute la vie associative également. Donc, un de nos objectifs principaux, nos visées en tout cas, c'est de soutenir nos représentations. Donc, quand c'est beaucoup les élus qu'on avait en tête quand on a débuté notre démarche, donc de dire quand on fait des demandes, des revendications, quand on va à la rencontre des élus, on vient s'appuyer avec des données pour obtenir ce qu'on souhaite, une écoute plus active de nos partenaires. Donc, on débute prochainement d'ailleurs une tournée municipale
Donc, on va aller rencontrer chaque municipalité, donc les élus, mais aussi au point de vue administratif. Et dans notre petit bagage, on aura l'étude d'impact. Au niveau aussi, pour nous, ça touchait beaucoup la promotion et la visibilité. Donc, c'était un outil qu'on voulait utiliser pour avoir de la visibilité sur notre territoire. Donc, on a fait toute une stratégie de communication avec l'étude. Donc, on a fait un lancement, bien sûr, avec nos membres et partenaires. On s'est assuré de la diffusion largement à travers toutes sortes de moyens de communication. On a fait un communiqué de presse, il y a eu des articles dans des bons articles de notre côté, des bons articles dans les médias locaux. On a fait aussi un outil, je l'ai dans mes mains, un fait essayant. Donc, c'est sûr que l'étude comme telle, c'est 42 pages. Donc, c'est certain qu'on voulait aussi se doter d'un outil de communication qui allait faciliter la diffusion des données. Donc, on sait aussi, puis en fait, c'est quelque chose que je voudrais préciser, que de notre point de vue, la clé, en fait, du succès de ce genre de démarche-là, c'est vraiment de prévoir, de planifier l'après. Donc, pour nous, c'était beaucoup une stratégie de communication, parce qu'on voulait que ça fasse écho, mais ça peut être d'autres éléments aussi, comme Martin l'a nommé pour la CDC de l'Aglo, toute votre transformation organisationnelle par la suite. Donc, il faut le prévoir aussi dans le temps, il y aura des données qu'on devra traduire par la suite, soit en action, en projet. Donc, ça devient intéressant à ce moment-là. Pour nous, ça appuie vraiment aussi concrètement avec des données fiables, ce que instinctivement, on met déjà de l'avant. Donc, quand on dit que la CDC est exceptionnelle ou que le milieu communautaire est extraordinaire, bien, nous, on sait que c'est vrai et qu'on n'a pas besoin de preuves de justification de ça. Mais de se promener avec notre étude pour le prouver, le démontrer, pour dire en quoi on est exceptionnel, voilà. Ça se trouve à la page 24. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi d'aller s'appuyer sur ça. Ça permet de changer les perceptions aussi. Tout ce qui est préjugé, des préconçus parfois qu'on peut se faire du milieu communautaire, on vient un peu bousculer ces éléments-là, puis ça, c'est vraiment très intéressant. Ça apporte beaucoup de crédibilité, c'est ce que ça nous a apporté au niveau de la CDC et du milieu communautaire, parce que là, à force égale, finalement, on se retrouve à présenter des éléments qui, on est comparable à d'autres secteurs d'activité sur notre territoire, puis on a cette opportunité-là. Puis, c'est un outil positif parce que, vous le savez, le milieu communautaire, encore une fois, dans les préjugés puis les idées préconçues, on est souvent perçu comme des revendicateurs, des gens qui apportent, qui vont souligner les enjeux sociaux, les difficultés, les problématiques sur le territoire. Alors que là, cette étude-là vient vraiment contrebalancer. En fait, on apporte une image très positive de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de notre essence même. Donc, ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Et ça, c'est plus le volet externe, je dirais, les retombées externes, mais il y a aussi des retombées internes. Donc, quand on a sorti notre étude, nos membres nous ont dit « wow ». Donc, ça vient aussi bonifier le sentiment d'appartenance de nos membres à leur CDC, puis la fierté d'appartenir à ce mouvement communautaire-là. Donc, ça aussi, c'est non négligeable comme retombée. On a vu aussi toute la valeur ajoutée de l'accompagnement du CSMO. Bien sûr, ça nous permettait un bon fonctionnement de la démarche. C'est tout un processus. Nous, on l'a étalé sur plusieurs mois aussi parce qu'on était en pleine pandémie, donc on essayait de s'ajuster au rythme que nos membres vivaient pendant la pandémie là, avec tous leurs autres défis et enjeux. Donc, ça nous assure de se poser les bonnes questions au bon moment, de la bonne façon. Donc, d'avoir les bonnes réflexions puis d'avoir un processus qui est vraiment intéressant. Mais comme l'a dit tout à l'heure Marie-Ève et Martin, c'est toute l'objectivité aussi. Ça apporte un regard externe et objectif sur ce qu'on fait comme milieu communautaire dans le Roussillon. Ça apporte vraiment une crédibilité et un professionnalisme là, à la démarche. Puis nous, on se préoccupait beaucoup de ça. On se disait, si on essaie de faire ça là, par nous-mêmes, là, la probabilité qu'à un moment donné, quelque part, on se fasse dire, ouais, tu sais, vous avez fait ça maison, à l'interne, vous avez mis en valeur ce que vous vouliez bien mettre en valeur, tu sais, que vous avez joué avec les éléments pour paraître mieux que vous l'êtes en réalité.
Donc, nous, on voulait vraiment ne jamais se faire de ça. Évidemment, le CSMO, pour nos membres, ça signifie quelque chose. C'est une organisation qui a un saut de fiabilité aussi. Donc, ça allait de soi qu'on allait collaborer et être accompagné par le CSMO. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. C'est un peu ce que je voulais vous présenter. Donc, au plaisir d'écouter et entendre vos questions et de répondre. Merci. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, moi, je tiens tout de suite à remercier nos 4 invités pour ce témoignage et leur présence, évidemment, ce midi avec nous. Donc là, c'est le moment des questions. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, pour poser vos questions, vous allez y aller de manière électronique, c'est-à-dire en allant sur Réaction et en bas, vous avez lever la main ou Raise Hand. Et à ce moment-là, vous pourrez donc poser vos questions. Alors voilà, donc la parole est à vous. Oui, j'ai monsieur, je m'excuse, je n'ai pas votre nom, au QPAC. Oui, excusez, je n'ai pas changé l'identification. Francis Lemieux, Pas grave. de l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer. Je vous ai entendu les 2 équipes de conférenciers parler des mesures d'impact. Quelle différence vous faites entre des mesures d'impact ou des exercices de mesures d'impact et une planification stratégique? Parce que dans votre vocabulaire, puis dans les étapes, il y a des étapes, en tout cas, qui me semblaient similaires. Je peux. Linda, je peux, puis Linda, je suis sûr qu'elle va pouvoir compléter merveilleusement bien, mais c'est sûr que dans la planification stratégique, habituellement, il y a une audit de perception qui est effectuée. Mais ça reste généralement quand même sommaire. C'est-à-dire que c'est un sondage, c'est quelques questions, mais le gros de l'exercice de planification stratégique, c'est quand même l'actualisation de la mission, de la vision, puis après ça, les principales orientations stratégiques avec les actions qui en découlent. Alors que pour moi, l'étude d'impact, c'est un processus de recherche qualitative qui va beaucoup plus loin que l'audit de perception qu'on fait dans le cadre d'un exercice de planification stratégique. Puis aussi, en tout cas, pour moi, la grande différence, souvent les consultants qu'on va chercher pour faire un exercice de planification stratégique, disons ça comme ça, c'est des experts en développement organisationnel, c'est pas des chercheurs en sciences sociales comme Linda Binas peut l'être. Fait que moi, en tout cas, à mon sens, c'est les grandes différences que je fais, là. Tout à fait. Et je peux rajouter juste, mais c'était parfait. Je peux rajouter juste une chose, c'est qu'en fait, la mesure d'impact social, c'est d'aller chercher la contribution d'une activité ou d'un projet qu'on a mené ou d'activités de projet qu'on mène en tant qu'organisation, tandis qu'une planification stratégique, comme l'a si bien dit Martin, c'est véritablement organisationnel, c'est véritablement de planifier, de s'asseoir sur notre mission et d'essayer de voir comment on peut développer et actualiser notre mission. Donc, c'est ça un peu la différence. Mais Martin, c'était parfait. Je n'aurais pas dit mieux. Alors, je passe la parole à M. Pierre Plourde. Mais Marie-Ève, elle me soufflait les réponses, là. Et vous faites un duo exceptionnel, alors écoute. Merci. C'est très intéressant parce que nous, on est dans une démarche actuellement avec Mme Binas pour entreprendre une étude d'impact et je trouve ça fort passionnant, votre rencontre. Et ça montre l'importance aussi de l'après. Comment déposer, comment valoriser, comment rendre disponible un peu tous ces bons renseignements et ces moins bons peut-être renseignements. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, peut-être ma question va à M. Martin puis Marie-Ève pour dire si vous aviez du chemin à refaire pour que le message soit mieux véhiculé auprès de vos journalistes, est-ce que vous auriez fait quelque chose de différent ou comment on peut comme un peu mieux atténuer peut-être les écarts de communication, je dirais? Oui, je pense que la stratégie que Virginie a développée, c'est ça qu'on aurait dû faire. Virginie, pour bien contrôler le message, elle a produit un communiqué de presse. Fait que j'imagine que ces médias locaux, c'est surtout ça qu'ils ont repris. Nous, on n'avait pas vraiment fait de communiqué de presse. C'est-à-dire, on a fait la conférence, on a fait le lancement. Puis, puis après ça, c'est sûr qu'on peut tomber sur des journalistes qui recherchent plus un titre, puis
headline qui va faire sensation que de se baser sur, parce que quand même, on a donné des entrevues. Tu sais, Linda Binas, elle avait été particulièrement précise dans son allocution, dans ce qu'elle a présenté. Fait que c'est ça, entre ce qui a été présenté par la journaliste et ce qui a été communiqué, il y a une grande marge, mais je pense que la stratégie de faire un communiqué de presse, là, Pierre, un communiqué de presse, 4 paragraphes, pas plus que 250 mots, là, tu es certain que c'est du copier-coller qui va se retrouver sur le site du média local. Et ma stratégie continue avec mes médias locaux. Et ils vont pas plus loin. Puis je pense aussi c'est choisir le message, là, pas juste en communiqué écrit. Oui, ça c'est facilitant pour eux parce qu'ils font du copier-coller. Mais même dans nos objectifs de communication, les entrevues qu'on a fait ou le lancement, ben on peut choisir aussi de mettre de côté, mais pas dans un optique de cacher des informations, mais tu sais, on peut choisir de dire, ben ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est les éléments suivants. Le reste existe quand même, il est vivant, puis il est super utile. Tu sais, vous l'avez nommé tantôt, CDC Aglo. Vous avez dit, ben on a récupéré ces informations-là parce que c'était précieux pour s'ajuster, puis aller, tu sais, fait que ça va chercher d'autres données, mais pour d'autres utilités. Mais au niveau de la promotion, on peut bien... On fait une sélection. De toute façon, ils ne peuvent pas tout mettre ça dans leur article, les journalistes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marc-André. Salut, merci beaucoup à tous les présentateurs, super intéressant. C'est pas vraiment une question plus qu'un commentaire. Dans d'autres formations, pas nécessairement en mesure d'impact, mais en évaluation de manière générique, souvent on associe la notion de l'impact à des effets vraiment plus long terme de projet ou d'action. Fait que je trouve ça intéressant, là, c'est intéressant pour les organismes, puis déjà, ça peut être complexe de se lancer dans des démarches d'évaluation, de mesure d'impact, de voir que on n'est pas obligé de laver plus blanc que blanc, puis on peut en trouver des effets pragmatiques là, dès maintenant. Fait que ça, je trouve que c'est une force de ce que vous offrez dans votre vision comparativement à d'autres visions d'évaluation sur le marché actuellement. Fait que pour les organismes, je trouve que c'est vraiment mobilisant. Puis le fait qu'on ne se gêne pas non plus de l'utiliser de manière promotionnelle aussi. Hein. Des fois, on essaye de rester sur des grands principes, mais bon, ultimement, on voit très bien là, à l'agglomération de Longueuil qu'on a mixé à la fois de la transformation organisationnelle, qui ça est probablement passé complètement à côté du radar public. On s'en est servi pour se nourrir soi-même puis transformer les pratiques, etc. Et nourrir en même temps ce qu'on peut faire briller. Fait que chapeau pour ça. Je trouve que vous avez une vision qui est assez pragmatique. C'est peut-être plus intéressant pour les organismes de le voir comme ça que d'être trop dans l'académique aussi de l'évaluation des fois. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Ève-Isabelle. Donc, oui, merci. En fait, moi, je suis intéressée de voir comment ça a mobilisé votre organisation parce que je donne un titre d'exemple. Nous, dans la dernière année, on a fait un processus de clarté stratégique qui a été extrêmement porteur et intéressant dans notre organisme. Mais ouf, c'était un processus qui était demandant en temps. Donc, si on souhaitait se lancer dans quelque chose comme ça, quelle sorte de temps ou de mobilisation d'équipe on doit prévoir à l'interne de nos organisations? Je peux peut-être y aller en premier, puis si vous voulez témoigner, vous irez. En fait, le travail qui revient à l'organisation qu'on accompagne, avec laquelle on collabore, dans un premier temps, c'est évidemment de nous donner un descriptif, que ce soit du rapport annuel ou quoi que ce soit, de l'activité ou du programme ou du projet qu'on met sous évaluation. Ça, c'est la première chose. Par la suite, en fait, c'est de valider les grilles qui vont être administrées, ou dans le cas de la CDC Roussillon, c'était aussi un questionnaire, donc de valider. Pas de faire, mais de valider. Donc, de me dire, ouf, tu es un peu dans le champ là-dessus, là, tu es peut-être plus précise, etc., etc. Par la suite, c'est d'envoyer un message à tous les membres, si c'est auprès de vos membres, ou à tous ceux qui sont visés comme étant des participants de la démarche, donc de les aviser qu'on va prendre contact avec eux. Et par la suite, donc, on prend contact avec eux, on mène les focus group, où on administre le questionnaire, où on fait les entretiens individuels. Et par la suite, donc, j'écris le rapport et vous validez le rapport tout simplement. Donc, en fait, le travail, oui, vous avez du travail à faire, mais il est moins lourd sur vos épaules. En fait, nous, l'idée au CSMO, c'est
faire en sorte que ce soit plus sur nos épaules que sur les vôtres. Donc, c'est vraiment ça. Mais si vous voulez témoigner, nos chers collaborateurs, vous pouvez y aller effectivement. Oui, mais de notre côté, c'est sûr que c'était, on avait l'avantage, si je peux dire ça comme ça, que c'était quand même une demande qui était là depuis un certain temps par nos membres. Donc, un souhait d'avoir ce genre de démarche-là, ces données-là. Donc, on s'est appuyé beaucoup là-dessus pour leur dire OK, mais ça va vous demander beaucoup. Et nous, on a préparé vraiment nos membres à ça. Puis, cette mesure-là, elle a été inscrite dans notre plan d'action. Fait que nos membres le savaient, ils le voyaient venir, ils l'attendaient. On a bien aussi expliqué, justement, comme je viens de le faire avec vous, les retombées, les visées, nos objectifs à travers ça, faire les ponts avec nos volets d'intervention comme CDC, de quelle façon, pour eux aussi, comme groupe communautaire, ils allaient pouvoir réutiliser ces informations-là, puis que ça pouvait pas juste servir à la CDC comme outil à nous-mêmes, à notre organisation, mais oui, parce qu'on veut faire rayonner le milieu communautaire, mais aussi à chacune de ces organisations-là, dans le moteur d'une force collective. Donc, on les a bien préparés, mais ils ont été avisés là, dès le début qu'ils allaient devoir, qu'on allait les talonner, qu'on allait s'assurer que chacun allait répondre, puis tout ça. Fait qu'ils étaient conscients, mais en même temps, ils comprenaient le pourquoi, puis la valeur ajoutée de cette démarche-là. Ils ont embarqué, ils se sont mobilisés, ils étaient contents, puis à la toute fin, quand le processus est terminé, tout le monde est heureux. Mais oui, il faut prévoir du temps, autant pendant le processus, comme je le disais, dans l'équipe de travail, la collaboration avec le CSMO, mais tout l'après aussi. Je pense qu'il faut dégager du temps aussi pour la suite, puis ce que ça vient soulever, comment on réutilise, comment on traduit en fait les données dans notre organisation par différents moyens, mais oui, c'est sûr que ça demande du temps. Mais c'est très intéressant parce que c'est un appui à toutes nos démarches. Peut-être que je peux compléter un peu le commentaire aussi. Dans notre situation, nous autres, on avait affaire à différentes sortes de gouvernance. Hein. On avait interpellé les résidents même, à quelque part, les intervenants qui appliquent le service de soutien communautaire aux directions générales du CIS, ainsi qu'aux organisatrices communautaires. Alors, il y a l'importance, puis c'est vraiment de faire le suivi, d'avoir une correspondance adaptée aux gens qu'on veut consulter, de leur expliquer vraiment à quelque part la démarche qu'on veut faire et surtout, après, d'être capable de les rappeler et de leur faire parvenir la documentation. Nous, on a fait une synthèse pour les locataires des logements sociaux qui était abordable pour eux autres pour comprendre à quelque part le questionnaire puis c'est quoi les résultats. Mais il faut vraiment faire un suivi. Et puis il faut dire les vraies affaires. Ça demande quand même du travail parce qu'avec Linda, on est en relation régulièrement quelque part. Il faut y mettre de l'énergie et du temps, mais c'est un document précieux à la suite. C'est beau, on n'a rien à rajouter là-dessus. Virginie merveilleusement bien d'expliquer ce que ça comprend comme temps. D'autres questions ou interventions? Il nous reste encore quelques minutes, il est 49, donc n'hésitez pas. Non? Une fois, 2 fois, 3 fois. À juger. Alors, écoutez, moi, je tiens premièrement à vous remercier d'avoir passé cette heure de dîner avec nous. Je remercie sincèrement Virginie Bernier, Alain Desmarais, Martin Boire et Marie-Ève Campbell qui ont eu vraiment la gentillesse de préparer tout ça et de venir témoigner ce midi avec nous. Alors, merci à tous et merci à nos collaborateurs, collaboratrices. Ce fut vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous et un grand plaisir de partager tout ça ensemble. Alors, je vous souhaite un très bel après-midi.